Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous inviter ici pour faire cette présentation de Clave, qui est notre futur produit sur lequel on travaille à Secretarium. Merci à Ossir de nous inviter, et merci pour le lunch aussi. Et merci également à Patrol pour nous inviter dans ses locaux et pouvoir faire la présentation ici. Donc, tout d'abord, on va se présenter quand même. Je suis venu accompagné, je suis venu avec Florian, ingénieur principal sur Clave, partie front-end et expérience utilisateur. Et je suis venu avec Jean-Jacques, qui est notre ingénieur principal sur Clave, sur la partie back-end. Moi, c'est Étienne Bossé, je suis chef de produit chez Secretarium, on travaille tous chez Secretarium, et notamment sur Clave. Alors, Secretarium, c'est quoi? Secretarium, c'est une deep tech startup qui a été fondée en 2017 et qui opère dans le domaine de l'amélioration de la confidentialité, les technologies qui améliorent la confidentialité. On a levé 5 millions avec notre partenaire IQ Capital l'année dernière, notamment pour travailler sur Clave. Clave, qui est la vision de Secretarium dans un produit, en fait. Donc la technologie et la vision de l'entreprise dans un produit. Nous sommes partenaires avec Intel depuis le début, depuis 2017, parce qu'on travaille avec des technologies très spécifiques sur les processeurs Intel. Donc, ce sont nos partenaires depuis le début. Et nous venons de rejoindre l'Open Trusted Cloud de OVH, l'initiative OVH, pour pouvoir déployer Clave sur cette initiative et sur cette plateforme le plus rapidement possible. Thales est ici également, parce que Thales nous ont accéléré à Cyber at Station F, et nous travaillons sur un sujet d'actualité en ce moment avec Thales, qui est la monnaie digitale pour les banques centrales. C'est un sujet très intéressant aussi. On travaille là-dessus. Donc voilà pour la petite présentation. Alors avant de commencer à parler technique et du produit en lui-même, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on voit ce qui s'est passé sur un peu moins de 10 ans. Donc on va parler de big data, de confidentialité, de cybersécurité. Pour faire ce recul, je vais utiliser des prédictions de McKinsey et de Gartner. Donc en 2016, excusez-moi, McKinsey disait que 90% des données générées l'ont été les 2 années précédentes. Sur ces 90% de données générées, il n'y en avait que 1% qui avait été analysé. Donc une mine d'or de créer, mais qui n'est pas utilisée. En 2022, Gartner dit, donc ça c'est les prédictions de l'année dernière, que 84% des entreprises accordent le plus d'importance à la gestion de la confidentialité lors de l'achat de services ou de logiciels. Donc là, il y a déjà un shift sur comment on gère la confidentialité, notamment autour de l'informatique. En 2023, Gartner encore, à la fin de l'année, 75% de la population mondiale sera couverte par des régulations sur les données privées. Donc là, il y a encore aussi, ça donne un peu de perspective sur le shift qu'il y a eu entre l'Eldorado, où tout le monde s'est mis à utiliser toutes les données qui étaient créées par toutes les entreprises, et notamment les données privées des gens, et tous les scandales qu'il y a eu entre-temps. Donc la régulation commence à se mettre, et on connaît tous RGPD en Europe, qui ne cesse d'évoluer. En 2025, prédiction Gartner de cette année, 60% des organisations vont traiter la cybersécurité comme risque numéro 1. Et ça, je pense qu'ils ne vont pas se tromper. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est l'un des plus gros risques dans n'importe quelle entreprise, en top 3, je dirais. Donc, ça donne un peu de contexte sur la mission de Secretarium. Et la mission de Secretarium, c'était quoi à l'origine? C'était comment utiliser des données confidentiellement et dans un milieu sécurisé. Donc aujourd'hui, on va parler de confiance. Donc la confiance dans les intermédiaires, par exemple les intermédiaires à qui on va donner nos données pour faire des opérations dessus, ou qui on va donner nos données pour les storer. On parle de cloud par exemple. On va parler d'honnêteté et de systèmes qui sont vérifiables, qui sont attestables, qui sont pragmatiques et qui peuvent dire qu'ils font ce qu'ils disent. On va parler de confidentialité, comment gérer des données sensibles et comment avoir du code qui reste intègre, des datas qui restent intègres, le tout et manipuler des données et du code en toute confidentialité. Et on va parler de sécurité, parce que tout ça, c'est lié à la sécurité. Si on fait ça, c'est bien sûr pour enlever des vecteurs d'attaque. Donc, on va commencer par la confiance. Alors, la confiance, c'est quoi? J'ai regardé dans le Larousse en venant dans l'Eurostar ce matin. Et ça commence par, c'est un sentiment d'assurance. Je pense que je n'ai même pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est un sentiment. C'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas mesurable. D'accord?
Or, la confiance, elle est utilisée tous les jours. Quand vous traitez avec votre cloud provider, par exemple, quand vous utilisez des softwares de third party, de tierce partie, il y a toujours un niveau de confiance. Là où la confiance devient vraiment importante, c'est quand on doit faire des opérations sur des données confidentielles. Et des données confidentielles, ça peut être des données stratégiques d'entreprise, comme ça peut être des données privées, qui sont régulées généralement, les données privées. Donc, RGPD, par exemple. Donc, comment ça se passe s'il y a quand même une énorme valeur ajoutée à utiliser ces données confidentielles, mais il faut quand même établir la confiance. Donc, le modèle actuel, par exemple, quand vous avez un cas d'école qui est de mettre en commun des données confidentielles de plusieurs entreprises pour en extraire de la valeur globalement, on passe par un intermédiaire. Donc cet intermédiaire, toutes les entreprises vont lui envoyer les données et il va faire tourner du code là-dessus et il va sortir l'insight. Ce qu'on dit. Voilà. Le problème de ça, c'est que, comme je viens de le dire, la confiance, c'est un sentiment, donc ça va être basé sur la réputation. Donc ces entreprises, ça va souvent être ce qu'on appelle des oligopoles, donc des abus de position dominante. Ça va être très coûteux parce qu'il va falloir établir un contrat avec ces entreprises-là. Ça va être souvent un frein à l'innovation parce que quand on va vouloir innover dans notre domaine, il va falloir emmener l'intermédiaire également avec nous. Et ça, c'est souvent pas son objectif, l'intermédiaire. Et c'est toujours très risqué. Donc, on n'est pas à l'abri de quelqu'un chez l'intermédiaire qui fait une erreur et qui divulgue les données. Et on n'est pas à l'abri que les données qu'on a envoyées chez lui pour qu'elles soient traitées se fassent hacker et voler, donc divulguer. Ce risque-là, il existe toujours. Et qui plus est, vu qu'on passe par des contrats, souvent, quand on regarde un peu dans ce qui se passe dans les contrats, ils ont le droit d'utiliser ces données pour eux-mêmes et souvent revendre d'autres insights à d'autres personnes. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux dans le milieu bancaire. J'ai plein d'exemples à donner là-dessus. Parler aussi de la confiance dans les systèmes d'information. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui est assez cocasse, qui explique que tous les vecteurs d'attaque, à cause de l'architecture moderne qui est très complexe, on a des systèmes on-premise, on a des systèmes dans du cloud, on a des systèmes hybrides, des fois c'est du multi-cloud et du on-premise. Et chaque niveau dans ces systèmes, c'est un vecteur d'attaque différent. C'est ce qu'on appelle aussi le problème de chaîne d'approvisionnement. Comment maîtriser tout ce qu'on utilise dans notre pile technologique. C'est compliqué. Et il faut faire confiance à tous les niveaux. Donc, l'objectif qu'on va avoir là, c'est pour traiter des données confidentielles pour traiter des données de manière confidentielle, il va falloir qu'on limite la confiance au maximum. Et ça, c'est un des premiers objectifs. Donc là, vous allez déjà me voir venir. Par exemple, limiter la confiance dans les intermédiaires, ça va être certainement de se passer des intermédiaires. Limiter la confiance dans les systèmes d'information, ça va être certainement d'essayer de réduire les couches entre le client ou les développeurs et le hardware sécurisé dans notre cas. Alors, les principes de conception derrière Cave. Donc, je viens déjà d'en aborder un, limiter la confiance. Donc là, on va avoir des approches qu'on appelle zéro confiance, donc zéro trust côté networking, mais c'est un zéro trust étendu. On va faire confiance à rien du tout. Voilà. Et nous en premier, c'est-à-dire que nous, on est service provider, on ne se fait pas confiance à nous-mêmes, on ne voit rien. Et on se retrouve dans des situations un peu cocasses où on peut se faire enfermer à l'extérieur du site. Et on ne peut pas débugger, par exemple. On va essayer de limiter la confiance dans les tiers. On utilise quand même une technologie Intel. On va essayer de mettre en place des systèmes pour pas que s'il se passe quelque chose avec cette technologie Intel, tout soit dans la nature directement. On va essayer de limiter cette confiance. On va avoir des systèmes qui sont honnêtes et vérifiables. Donc, plutôt que de faire confiance dans un système, on va aller vérifier nous-mêmes ce qui se passe. On va aller vérifier que le code qui tourne, c'est le bon. On va aller vérifier que l'output de la transaction, il a été bien signé avec le code qu'on voulait. On va aller vérifier des preuves cryptographiques, que l'enclave sécurisée qui me parle, c'est bien celle à qui je veux parler. Et ça, on peut le faire directement. On va parler de confidentialité et de sécurité. Donc, ça, c'est le troisième aspect. Garder l'intégrité calculatoire. Donc, s'assurer que le code qui est déployé, c'est bien le bon et il n'a pas été modifié. Garder l'intégrité des données. S'assurer que quand les données sont manipulées ou storées, elles restent intègres. Et on va utiliser de la cryptographie avancée pour justement
quand j'ai commencé à le mentionner, cette approche zéro confiance, on va utiliser d'autres techniques aussi sur la partie qui n'est pas, où on ne peut pas faire confiance pour justement limiter la confiance. Mais Clave, c'est avant tout une plateforme pour développeurs. Donc, en gros, toute cette pile technologique que je vais vous expliquer après, elle doit être simple. Et il faut qu'on puisse déployer rapidement une application sur Clave. Il faut que les développeurs utilisent des langages de haut niveau. Et il faut que le management du cycle de vie de l'application soit simple. Donc, tester, updater, déployer. Il faut que ce soit simple et sécurisé. Donc, on va arriver là-dedans. L'informatique confidentielle, c'est quoi? L'informatique confidentielle, c'est ce qui va nous apporter les couches nécessaires pour protéger, la logique business du code et la confidentialité et l'informatique traditionnelle. Vous voyez ce qu'on appelle la trust boundary, c'est la limite de la confiance. On fait confiance aux librairies qu'on utilise, à l'application, à l'OS, au supervisor, au BIOS. On doit faire confiance à toute la chaîne. Avec du confidential computing, on va voir comment ça se traduit, mais on limite cette confiance. C'est-à-dire que on va avoir à faire confiance à l'application qui va utiliser les enclaves sécurisées et à la librairie qui va tourner dans l'enclave sécurisée. Et ça, ce qui va tourner dans l'enclave sécurisée, ça sera certainement le code des clients. Nous, on est à peu près entre application isolation et library isolation. On est un peu entre les deux. On a limité, on a quand même une partie qu'on appelle host, qui n'est pas trust, auquel on ne fait pas confiance, mais c'est la partie applicative dans ce cas-là. On essaye de limiter la confiance au maximum. Et la partie librairie, c'est le code des développeurs qui va tourner dans l'enclave. Donc, on est un peu entre ces deux-là. Comment ça se traduit réalistiquement parlant? Eh ben, l'informatique confidentielle, ça utilise ce qu'on appelle des environnements d'exécution de confiance. En anglais, Trusted Execution Environments. Et ça, c'est hardware. D'accord? Donc, ça va être, par exemple, nous, dans notre cas, on utilise Intel SGX. Donc, ça va être une partie dans le processeur, des instructions spécifiques du processeur, qui vont gérer de la mémoire encryptée en tout temps, et où on va pouvoir loader ce qu'on appelle des enclaves. Et les enclaves, ça va être le code du développeur, le code qui va être le code qui va être déployé dans les enclaves, il va garder son intégrité. Ça va être checké par le processeur aussi. Les données qui tourneront également dans l'enclave vont garder leur intégrité. Tout ça, c'est géré par le processeur. Et on a accès également à une optimisation hardware pour la cryptographie dans ce processeur, parce qu'en fait, le principe de Intel SGX, c'est que quand les processeurs sont fondus, ils mettent dans le silicium deux clés. Une clé qui est connue d'Intel et qui va servir pour faire ce qu'on appelle des attestations distantes. On pourra passer par Intel pour dire est-ce que ce processeur, c'est bien un bon processeur GX qui est bien ODP, par exemple. Et il y a une autre clé qui n'est connue par personne, qui n'est même pas connue par nous, qui est connue que par la plateforme et qui va servir à encrypter la mémoire. Une mémoire qui est complètement séparée de l'OS, comme je l'ai montré sur le côté. C'est-à-dire que même l'operating system, par exemple, si vous avez accès à l'operating system, vous ne voyez pas cette mémoire-là. Vous ne pouvez pas attaquer cette mémoire-là. Donc ça va servir à encrypter cette mémoire-là, ce qu'on appelle le PRM, donc c'est la mémoire encryptée. Et c'est là-dedans que votre code business va être déployé. Optimisation hardware pour la cryptographie. Pourquoi? Parce qu'avec ces clés-là, on va pouvoir faire des dérivations et on va pouvoir faire de la cryptographie avancée également grâce au Trusted Execution Environment d'Intel. C'est également programmable, parce que bon, si on ne peut pas déployer de code dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, on utilise une technologie Intel, on arrive à déployer du code dedans, on peut lui parler directement. Vous voyez que le client peut parler directement à l'enclave aussi. Donc ça, on limite toute la couche entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut attester que le client peut attester qu'il parle à la bonne enclave avec le bon code directement. Donc ça, c'est bien. On peut faire tourner du code là-dedans, mais bon, comme on dit, sans maîtrise de la puissance n'est rien. C'est très limité, les enclaves. Donc les risques qu'il y a avec ça, déjà, il y a un risque technologique, donc c'est quand même assez avancé, c'est un coût d'entrée assez énorme. Mais ensuite, derrière, c'est qu'on est quand même beaucoup limité de ce qui se passe dans l'enclave est quand même très limité. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'operating system, par exemple. On ne peut pas faire des calls operating system très simples. On n'a pas accès pour la communication. On ne peut pas faire des systèmes de fichiers. On a du mal à faire du logging. Ça ne sort pas de l'enclave. Donc pour tout ça, nous, ce qu'on a créé, ça s'appelle Enclo. Donc c'est l'enclave OS. Et c'est justement, quand j'en parlais tout à l'heure, ça va être la partie applicative
qui elle va vivre côté operating system, et qui est ce qu'on appelle untrusted, auquel on ne fait pas confiance. Et là, on va mettre en place un nombre de techniques pour pouvoir vérifier que le host, quand il parle à l'enclave, ne ment pas. Alors, ça va nous permettre de créer des services de communication, ça va nous permettre de créer des systèmes de fichiers, donc on va pouvoir mettre des bases de données avec l'enclave, par exemple. Ça va nous permettre de faire du traçage, donc du logging. Et pour faire ça, on utilise différents modèles de sécurité. Donc, par exemple, ça peut partir d'une manipulation de hash classique, c'est-à-dire vous demandez à votre base de données une clé avec un hash spécifique. Si l'objet qu'elle vous retourne quand vous le hashez, c'est pas le même, bah, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que le host, il y a eu une modification de la donnée quelque part. On utilise des Merkle trees pour storer des données pour storer la base de données des contrats. Et on utilise des Merkle proofs, c'est-à-dire qu'on connaît à chaque fois la hashroute. Je ne sais pas si vous connaissez Merkle tree, mais je ne peux pas le faire très rapidement, mais en gros, il y a un challenge qui est donné au host, et le host, quand il nous retourne la donnée, nous envoie les témoins, et nous, on peut vérifier avec le challenge qu'il ne nous ment pas encore. Non. On va utiliser aussi des chaînages de hash, tout simplement. Donc, quand on a un chaînage de hash, on peut très bien vérifier facilement que le hash d'avant, c'est un chaînage pas correct. On va faire les attestations. Par exemple, on va faire des DPL-man classiques. Donc, l'attestation locale, ça va être 2 ans, la même plateforme qui vont s'attester entre elles-mêmes. Donc, elles vont s'envoyer leurs clés, elles vont signer ce message-là avec l'identité de l'enclave, et elles vont pouvoir s'attester et savoir qu'elles parlent à la bonne enclave directement. Attestation distance, ça va être la même chose, sauf que ça va se passer à distance. Donc là, par exemple, nous, on utilise ça quand on rajoute un nœud dans notre network. On va aller faire une attestation que le code qui tourne, c'est bien le même, enfin, c'est le code qu'on attend, le code de l'enclave. Donc, signature digitale, j'en ai parlé. SMPC, donc c'est ce qu'on appelle du Secure Multi-Party Computing. Ça, on l'utilise pour une chose très spécifique, qui est l'identité des applications qui sont générées. Pour ça, on a besoin de générer une identité qui n'est pas connue de notre système, ni connue de la plateforme. Et donc, on a mis en place un protocole qui fait du Secure Multi-Party Computing. Et chaque nœud du réseau, en fait, vient avec son secret et ils arrivent à le mettre, à l'additionner pour créer le secret final. Et secret sharing, donc là, c'est une technique qu'on utilise aussi pour se défendre d'Intel, par exemple, parce que si les clés Intel sont cassées, potentiellement, on peut avoir accès aux données qui sont scellées sur le PC. Et bien nous, en fait, on va encrypter les données en plus de les sceller. Et quand on encrypte les données, on share la clé, on casse la clé en plusieurs parties, qu'on sépare tout le network. Ce qui fait que le seul moyen d'accéder aux données, c'est de casser tout le network. Donc ça, c'est des exemples de limites de confiance qu'on rajoute. Donc là, c'est bien, vous avez une enclave qui a des moyens de communiquer, qui a des systèmes de fichiers, comme une base de données, qui a du traçage. Le problème, c'est que, comme tout le monde le sait, les data centers, ça brûle. Et on en a fait la douloureuse expérience. Donc, vous avez un nœud, vous perdez votre nœud dans le network, là, c'est fini. Donc, on a un cluster. Donc, en gros, ce qu'on a fait pour faire ça, c'est qu'on utilise un algorithme de consensus qui gère la state machine, en fait, et l'intégrité du réseau, comme une seule machine, en fait. Cet algorithme de consensus qu'on utilise, ça s'appelle Raft. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que Paxos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Paxos, donc un algorithme pareil qui gère des... c'est un algorithme de consensus qui est très compliqué. Donc, Raft, c'est une version simple. En revanche, Raft, il a une problématique, c'est qu'il n'est pas Byzantine fault tolerant, ce qui veut dire que si quelqu'un prend le contrôle de plusieurs machines du network, il peut contrôler le consensus algorithme. Donc ça, on l'a rendu Byzantine fault tolerant encore en utilisant les technologies Intel de Trusted Execution Environment et notamment la remote attestation, parce qu'on est capable de checker quand on ajoute un nœud dans le cluster que ce nœud fait tourner le bon code d'enclave. Donc, on est sûr d'ajouter quelque chose qui va avoir une logique correcte. Pour garder l'intégrité, on utilise une log chain. Attention, ce n'est pas une blockchain, c'est une log chain. C'est une chaîne de log, c'est pratiquement une chaîne de hash, qui nous permet de garder l'intégrité en tout temps et qui nous permet de gérer des transactions et de les synchroniser en quasi temps réel. Bien sûr, c'est une architecture qui est sensible aussi aux objectifs verts,
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un consensus qui utilise la théorie des jeux, comme les consensus qu'on peut voir sur les blockchains, le mining, le proof of work, le proof of stake. Ici, c'est purement technologique. Donc voilà, on n'a pas besoin de gros serveurs pour faire ça. Au final, Cleve, c'est quoi? Donc là, je vous ai fait toute la stack technologique, mais Cleve, c'est quoi au final? Au final, justement, c'est une plateforme qui va cacher toute cette architecture et qui va la rendre simple pour un développeur. Donc on appelle ça une plateforme trustless, parce que trustless, moins de confiance. Donc c'est une plateforme qui va s'assurer que l'intégrité des données et la confidentialité est gardée à tout moment, qui est résistante à la fraude et qui va garder aussi l'intégrité des calculs, donc c'est l'intégrité du code, qui est vérifiable et honnête. Il y a des moyens de vérifier que c'est le bon code. Et sur cette plateforme, on peut déployer ce qu'on appelle des Clave applications, donc des trustless apps, qui sont des applications qui sont Turing complete, donc c'est-à-dire que vous pouvez pratiquement coder ce que vous voulez. Elles ont un état persistant, donc elles sont stateful, c'est-à-dire qu'elles ont accès à une base de données directement. Elles sont déployées dans un environnement confidentiel, donc dans le Trusted Execution Environment. Elles sont isolées également, parce qu'il y a un autre niveau d'isolation, parce que ces applications sont déployées dans un WASM runtime. On utilise également un deuxième niveau d'isolation dans l'enclave, donc WebAssembly. Il y a une intégrité du code qui est vérifiée avec l'environnement Trusted Execution Environment, et c'est vérifiable aussi, ça hérite de toutes les capacités de la plateforme. On remet également le développeur au centre. Donc, on fait un SDK qui est simple à utiliser en utilisant des langages de haut niveau. C'est pour ça qu'on utilise Wasm. Donc, pour le moment, on fait ça en AssemblyScript, mais on va très rapidement essayer de passer sur des langages plus haut niveau, donc potentiellement C#, potentiellement Python ou n'importe quel autre langage qui, de toute façon, va tourner en Wasm. Et on essaie d'intégrer tout ça avec l'environnement du développeur. Et intégrer tout ça avec l'environnement du développeur, c'est faire du GitOps, c'est faire du DevOps, et que ce soit très simple pour lui d'updater, de gérer ses applications. Donc, au final, quand on utilise Cleve, qu'est-ce qui se passe? On a limité complètement la confiance dans le software, dans la plateforme en elle-même. Donc, on dit qu'on ramène la responsabilité de la logique business, donc du développeur, on ramène la responsabilité dans sa logique business. C'est-à-dire que le développeur va pouvoir montrer à ses clients qu'il fait des opérations de manière confidentielle, et il va pouvoir dire à ses clients, tiens, vous pouvez checker vous-même, voici le code, voici le hash du code, voici l'enclave. L'enclave, elle a été signée avec ce système hash de code. On va pouvoir parler de chaîne d'approvisionnement encore, parce que dès que le développeur déploie son application, c'est signé, donc PGP-Key, et à partir de là, on peut suivre tout le cycle de vie de l'application et avoir une vue complète sur la chaîne d'approvisionnement, qui peut être offerte aux développeurs également. Après, vous voulez faire du confidentiel, vous ne voulez pas en faire, vous faites ce que vous voulez. La responsabilité, elle est dans votre business. D'accord? Mais vous avez les moyens de prouver que ce que vous faites, c'est bien ce que vous dites. Donc voilà, c'est ça, Cleve. Mais à Cleve, ça ressemble à quoi? Faire une petite démo. Alors, du coup, là, si je peux avoir le droit de... Ok, bonjour à tous. Donc, du coup, Étienne a déjà un peu introduit la situation juste tout de suite. Moi, c'est Florian, donc je travaille avec Étienne et Jean-Jacques également à Secretarium. Bienvenue dans la partie un peu plus focalisée sur les développeurs et un peu plus ésotérique. On va être sur les dieux de la démo. Je voulais faire très vite et vous présenter un petit peu qui est des enclaves du niveau du hardware, etc., de quand même faire quelque chose de très, très simple. Donc, j'ai pris un exemple auquel on a eu affaire avec plusieurs clients. Quand vous avez besoin d'échanger certaines informations, de faire des calculs sur des informations qui viennent de plusieurs personnes, de plusieurs entreprises. Vous voulez conserver l'anonymat des entreprises entre elles, mais vous voulez aussi conserver l'anonymat de la chaîne de provenance de la donnée. Qui a donné quelle information, d'où elle vient, quand est-ce qu'elle est arrivée, et vous voulez fournir du calcul par-dessus.
J'ai donc fait une toute petite application ici qui tourne dans l'environnement de développement. Et l'application, je veux qu'elle me donne une moyenne de certains chiffres que tout le monde contribue. Mais évidemment, c'est une moyenne, donc il faut plus de 2 personnes parce que sinon, c'est très facile de savoir qui a divulgué quoi. Et donc, c'est effectivement une application très, très simple. Vous pouvez voir ici le nombre de participants à l'heure actuelle. Vous voyez, je suis juste connecté sur ma fenêtre de gauche ici. Donc, je suis le seul participant connecté en ce moment. La liste des participants est en dessous. On voit, c'est moi. J'ai tout traduit en anglais ce matin, en français ce matin. Et effectivement, ici, j'ai un nombre qui revient. La moyenne de contribution, c'est 42. Et on va modifier ça ensemble de façon à ce que vous puissiez effectivement voir qu'il est très simple de déployer cette application sur Clave pour effectivement ajouter de la logique. Alors, pour voir que c'est effectivement vivant, je vais me connecter avec les 2 autres fenêtres de navigation qui sont ici. Si j'ai la bonne adresse, ça fonctionnera mieux. Voilà. Et donc, vous pouvez voir tout de suite, immédiatement, qu'on voit en temps réel, donc, que un peu en temps réel, que voilà. On a donc la liste des participants qui se met à jour, et chaque participant a la possibilité effectivement d'analyser qu'il y a plusieurs autres personnes en ligne. Ça fait écho également à ce que Étienne vous disait un peu plus tôt. Si vous êtes familier avec les technologies du type blockchain, etc., vous savez que les transactions sont relativement longues pour être mises en place et validées. Ici, vous avez pu constater qu'en temps réel, on est connecté sur le système et j'ai pu voir mes mises à jour immédiatement. Alors déjà, vous voyez que j'ai mon smart contract, mon contrat qui est déployé ici. Et effectivement, j'ai une petite fonction là où j'ai… Moi, c'est bon de partager. On voit sur le stream, mais on voit pas sur la télé. OK. Je vais rester sur l'écran un petit moment, ça va se mettre à jour chez tout le monde. Voilà. Vous voyez que j'ai effectivement, je retourne en dur la valeur que vous aviez vue il y a une petite minute dans le navigateur. Je vais donc retirer ça. Moi, je suis un développeur, donc j'ai tout préparé à l'avance. Je vais sauvegarder mon petit fichier. Et ensuite, je vais simplement prendre mon code, l'ajouter sur mon repository, sur mon repo Git et simplement l'envoyer à GitHub. Dans le cas présent, je suis connecté sur GitHub. Et en tout cas la provenance du code. Donc, quand ce sera mis à jour à l'écran, vous allez pouvoir voir qu'on me demande ici ma clé PGP, donc qui permet de signer le commit qui est envoyé sur GitHub. OK. Je ne sais pas si on voit chez tout le monde encore. OK, voilà. Voilà ça. Donc, vous pouvez voir. Je vais donc valider ma signature PGP. On va laisser la chose se faire. Et maintenant que c'est parti chez GitHub, je vais juste vous faire voir l'interface du software Clave, du logiciel de Clave. Et on va pouvoir voir ici que le logiciel réagit et commence le déploiement de la version mise à jour de mon contrat. Tout doit bien se passer. Voilà, vous êtes… OK. Il y a une latence incroyable. Merveilleux. Donc, vous voyez, c'est en cours de déploiement à l'instant. Ça va être déployé dans quelques secondes. Comme Étienne l'expliquait tout à l'heure, on va venir prendre le code qui est fourni par le développeur avec les clés de compilation de l'environnement qui fournit le développeur lors de la session. C'est comme ça qu'on arrive effectivement à avoir toute cette chaîne d'approvisionnement depuis l'écriture du code jusqu'effectivement son exécution qui se met en place. Plusieurs noms ici, plusieurs noms qui sont définis. Et normalement, si je reviens au navigateur, comme c'est en temps réel, vous avez vu, j'ai pas eu mon navigateur, les 3 fenêtres se sont effectivement rafraîchies toutes seules et maintenant me disent que le nombre de contributions est insuffisante pour pouvoir me donner un résultat. Alors, je vais faire la démonstration très vite. On va par exemple dire 4 ici. Vous allez voir immédiatement en temps réel que dès que j'écris 4, à contribuer est passé à oui. Alors, encore une fois, vous avez de la latence, donc je suis désolé pour la latence. Je vais donc du coup remplir la deuxième contribution dans ma deuxième fenêtre. Et enfin la troisième.
Voilà, donc reprenons où on en était. Le contrat est donc déployé. On va rafraîchir le revenu. Merde, OK. Donc, on a notre contrat qui est déployé. Ici, je viens donc sur chacun des clients qu'on a vus. Hop, 5, 3, et puis on voit du coup en direct la mise à jour sur la liste des participants, vous voyez sur la gauche aussi, pour qui a contribué. Je vais faire la dernière contribution, et dès que je fais la dernière contribution, on voit immédiatement que l'enclave a vérifié qu'on avait 3 personnes qui contribuaient. C'est donc suffisant pour faire la moyenne des résultats, et vient donc me donner une moyenne des résultats tels que, enfin, vient me libérer le calcul sur la moyenne des résultats. Effectivement, dans tout ce processus, les administrateurs du serveur en question n'ont pas eu accès à aucun moment à la donnée. Effectivement, si je viens changer une des contributions, on peut dire 4 par exemple ici, on voit que ça se met automatiquement, 46, voilà, vous allez pouvoir voir les résultats qui se mettent donc du coup à jour. Voilà, alors du coup, comment est-ce qu'on commence? Parce qu'effectivement, je vous ai juste fait voir une application qui existait déjà, mais comment est-ce qu'on commence? C'est très simple aussi. On a mis en place des outils qui nous permettent directement de créer un squelette, je cherchais le mot, excusez-moi, de créer un squelette pour créer justement ces fameux contrats. Dans un environnement de développeur web, donc tel que celui que j'ai aujourd'hui, il me suffit de faire yarn create. Yarn est un gestionnaire de paquets pour Node. Create on une latence incroyable. Je vais quand même y aller, j'imagine que tout le monde va finalement finir par le voir. Le paquet vient se télécharger sur le système du développeur et là va commencer à poser un petit nombre de questions. Le nom du package, si on veut un dossier particulier, une description, comme vous imaginez, vous avez certainement, pour les développeurs entre vous, manipulé ce genre d'outils et obtenez du coup un dossier, donc le dossier qu'on vient de créer, où effectivement un squelette a été mis en place pour pouvoir permettre de faire un... Voilà, et là, le squelette il arrive, pour pouvoir vous permettre de justement déployer ça sur Clave ensuite. Le déploiement, c'est très simple. Dans la plateforme elle-même, on a un bouton « Déployer maintenant » qui nous permet de nous connecter ici, dans le cas présent, avec avec GitHub. Mon compte ici est configuré avec GitHub. Il me fait la liste des répertoires de Git qui sont disponibles pour le déploiement. Je peux du coup les sélectionner. Il va venir analyser l'intérieur du répertoire. On a la possibilité de créer plusieurs contrats par répertoire. Je peux du coup sélectionner celui qui m'intéresse de déployer et ensuite faire activer. On déploie. Et là, ça vient nous créer effectivement une nouvelle application, un nouveau déploiement, avec le numéro du commit qui a été mis en place. Et effectivement, il a opéré le premier déploiement. Et mon contrat va être en ligne dans les quelques secondes qui suivent. Et donc, du coup, est immédiatement utilisable sur les applications business. Alors, on a plein de choses qui arrivent ensuite, qui viennent se mettre en place. Notamment le support des noms de domaine, etc., pour amener votre propre domaine et tout ça. Et puis voilà, il y a plusieurs autres choses qui viennent se mettre en place derrière. Donc voilà, on va réussir à mettre le logiciel en ouverture pour une bêta dans les semaines qui viennent, je ne sais plus voir avec Étienne. Et puis voilà, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à nous communiquer ça. Ce qu'on cherche aussi, c'est des développeurs qui seraient intéressés pour l'utiliser.